Feitiço infinito. Feitiço todos os pontos pintam no centro. Todos os pontos pintam no centro. Todos os pontos. Risco certo, ponto, encanto, indico. Ce qu'il est en train de faire. Je vous invite à aller voir les vidéos sur sa chaîne du Temple, où Andrea il est en train de montrer à quel point que c'est un pion de Pascal, en train de sous influence du psychopathe. Et la preuve que Pascal c'est vraiment un tordu complet, c'est qu'il est depuis 1h15 dans le Zoom, comme dans toutes les autres Zooms qu'il est venu en train d'essayer justement venir dans l'émission. Il a rien d'autre à faire. Il a déjà fait au moins 4 vidéos sur les différents. Salut Nicolas. Tu vas bien? Alors bien entendu, on est dans une secte et Nicolas est sous hypnose. Hein. Il n'a pas de libre arbitre, il est complètement stupide. Voilà, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier avec Jabba et vous montrer quelle est la méthode du singe dominant, parce qu'il s'est comporté comme les gens de sa qualité. C'est-à-dire que pour lui, dans la vie, il y a dominant, dominé, donc je serai le dominant et tu serais... La victime. Ouais. Tout à l'heure. Oui, mais si, le fouet. Voilà. Alors, bon, évidemment, chacun fera sa propre avis. C'est pas ni à Nicolas ni à moi de dire qui est sous l'hypnose de qui. Sauf que nous, on est dans une synarchie. On n'est pas en Suisse, c'est-à-dire on n'est pas chez un peuple qui a d'abord imposé 2 guerres mondiales supplémentaires et qui a aidé les nazis à dépouiller les juifs et qui vit toujours de l'argent des juifs, et un peuple qui a vécu depuis sur l'argent de la fraude fiscale en étant les partenaires de la dette, et un pays qui abrite les Rothschild, les Rockefeller et toutes les institutions de la gouvernance mondiale. Donc avant d'aller donner des conseils aux autres, il faudrait peut-être faire le ménage chez soi, pour autant qu'il soit chez lui, parce que en réalité le personnage en question, il s'appelle Gawain Sailor, Jabba c'est son nom de scène, il veut que son nom apparaisse nulle part, c'est très difficile de le trouver parce qu'il a des affaires judiciaires, parce qu'il a des problèmes de famille et parce qu'il ne veut pas que vous sachiez de quel milieu il vient, c'est-à-dire le milieu ashkénaze. Il a apostasié, donc il est rentré dans ce qu'on appelle le nomadisme dévié. C'est pas tellement ce qui est important aujourd'hui, j'ai dit dans d'autres vidéos, vous savez que le rôle des juifs c'est de sauver l'humanité, et le rôle des déjudaïsés, c'est de la perdre. Et on en a plein. On a Freud qui a dévié la Kabbale. On a Einstein qui a dévié les connaissances de la Kabbale aussi. Vous avez Jung, vous avez Marx, vous avez Zuckerberg, vous avez Bill Gates. C'est toute la même clique. Et quand ils ne sont pas directement liés à ça, eh bien, ils sont en apparence polonais. Mais quand on regarde le véritable nom de famille de tous les membres de la révolution bolchevique et qu'on regarde le véritable nom, eh bien, celui que j'ai appelé la putain polonaise, c'est-à-dire, eh bien, c'est Brzezinski, et puis il y en a d'autres, hein, c'est Kissinger, de son vrai nom, eh bien, il est un nom ashkénaze. Voilà, donc on a véritablement une merveille qui est la mission du peuple juif. Je vous invite à lire le livre de mon ancêtre, La mission des Juifs. Et puis vous avez le rôle de la synagogue de Satan. Et ils se disent juifs et ils ne le sont pas, nous dit l'Apocalypse de Saint Jean. Donc c'est véritablement, il y a, tout comme il y a une élite juive, il y a une contre-élite anti-juive.
comme il y a une élite anti-chrétienne, il y a une élite et une élite anti-musulmane. Mais le noyau du problème, qui d'ailleurs alimente la théorie de la conspiration, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre que les juifs sont là pour les sauver, mais que les gens qui apostasient le judaïsme et qui viennent de familles où on a pratiqué le judaïsme, eh bien, ils vont jouer un rôle infernal. C'est ce qu'on appelle le juif errant. C'est ce qu'on appelle les joueurs de flûte. Alors je rappelle Alain Soral, par exemple. Alain Soral, homosexuel, qui sort avec Jean-Paul Gaultier, qui est pendant 10 ans avec un marchand d'art, juif, apostat, qui nous dit qu'il se fait lécher les couilles par son chien qui s'appelle Poupetto, qui est la grosse tapette d'extrême gauche, etc. Et qui d'un seul coup, sous l'effet de la psychotronique à la demande du Grand Orient de France, alors que sa carrière est au plus bas, arrive en mal viril, copain des CRS et du Front National et de Marine, pour nous expliquer qu'il est devenu un macho hétérosexuel et qui va sauver la France. Alors au final, il a fini par comprendre qu'il y avait peut-être Louis XX et qu'il y avait peut-être l'Église catholique, mais il a fallu beaucoup de temps. Entre-temps, il est venu au Brésil, dans des milieux de la droite patriote, et il leur a parlé de Karl Marx, de Jules César et de Robespierre, en foi de quoi il a failli se faire étrangler, et il est persona non grata au Brésil. Vous savez que j'étais en contact avec son ancienne petite amie, et d'abord Alain Soral a demandé qu'on fasse rien, parce qu'il y a plein de gens qui voulaient me faire du mal, et il a dit d'ailleurs à Stéphane Blé, qu'il a dit chez la chaîne de l'enfumeuse de Tartaoued, et surtout il a dit dans son entourage que j'étais la seule personne francophone avec laquelle il ne souhaitait jamais être confronté, parce qu'il n'en avait pas les moyens intellectuels. Voilà. Alors pour les gens qui se sont trouvés un faux héros, je rappelle que la mère d'Alain Soral est juive et elle est suisse, et que son père était un escroc qui a passé plus d'une dizaine d'années en prison après de très très grosses escroqueries liées à l'activité de notaire. Voilà. Chacun se fera son opinion sur les vedettes de la résistance. Alors on a une autre vedette de la résistance qui est suisse, qui est venue du même milieu, qui a un passé, à force d'en faire trop, les gens me contactent et puis ils balarquent. Donc là ça a été le cas. Parce qu'on avait un peu de difficulté à savoir qui il était de son état civil. Moi je pense qu'il ne faut jamais rien cacher. Moi je suis arrivé en disant mon nom de famille. Vous savez tout de mon passé, vous savez tout de ma famille, vous savez tout de mes sources, de mes lectures, etc. Or, c'est quelqu'un qui arrive en tenant des propos, vous ne savez pas de quelle famille il vient, vous ne savez pas comment il s'appelle, vous ne savez pas sur quoi il appuie ses raisonnements. Il nous dit qu'il est un génie, qu'il y a eu une illumination, il est mort, dit-il à un moment dans la vidéo, on le verra. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a fait avec Nicolas. Et Nicolas, eh bien, je peux parler un peu de ta vie? Oui, tu peux. T'es sûr? Ouais, oui, je t'en prie. Bon, ok. Ça va timide. Donc, Nicolas, il a eu un beau-père qui n'était pas très gentil avec lui, qu'il a traité comme une pièce rapportée. Hein, et puis, il a un peu poussé en dehors de la maison. Donc, Nicolas s'est retrouvé dans la rue. Et puis, dans la rue, eh bien, tu as vu qu'il y avait des mâles dominants et des mâles dominants. Oui. Ouais. Et puis après, il est passé par l'armée. Alors là, c'est un système de singes aussi, avec des dominants et des dominés. Ça, on doit saluer le gradé. Si on ne le fait pas, on va au trou. Oui, c'est ça, exact. Ça. Ouais. Voilà. Donc Nicolas, quand il est arrivé ici, il avait aussi des difficultés affectives, avec des couples qui n'avaient pas marché. Et puis, il tombait systématiquement sur des guenons dominantes qui le mettaient en position de mâle dominant. Et puis qui se servait de lui, et puis quand ils n'en avaient plus besoin, ils lui coupaient les couilles. Ouais, c'est exactement ça. Illustrer ça. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment s'en sortir, comment sortir du schéma simiesque pour aller vers le schéma de la synarchie. Vous allez voir, c'est très simple. D'abord, c'est considérer qu'il n'y a pas d'inférieur et qu'il n'y a pas de supérieur, et qu'il n'y a pas d'homme et qu'il n'y a pas de femme. Les hommes et les femmes sont parfaitement égaux à 100%. Tout ce que peut faire un homme, une femme peut le faire, et tout ce que peut faire une femme, un homme peut le faire. Après, il y a des habitudes culturelles, il y a des personnes qui ont plus ou moins d'habilité, mais ce n'est pas lié à la polarité sexuelle. Ensuite, eh bien, la synarchie, c'est qu'il n'y a pas de dominant et il n'y a pas de dominé. Il n'y a personne qui domine personne. On est au service les uns des autres, c'est-à-dire que quand Nicolas a un coup de main, je vais lui donner un coup de main. Quand j'ai besoin d'un coup de main, Nicolas me donne un coup de main. Actuellement, on est ici
Il y a quelqu'un qui a dit, bah, moi, tiens, aujourd'hui c'est moi qui vais faire la cuisine, il fait la cuisine. Il y a aussi des personnalités qui aiment bien faire un certain nombre d'activités. Et puis il y a aussi des responsabilités tournantes. Mais ça veut dire que tout à l'heure, ce soir, ça peut être moi qui fais à dîner, c'est moi qui peux faire la vaisselle, etc. Donc on est dans un système qui est complètement égalitaire. C'est ça, c'est le principe de la synarchie, c'est une égalité totale entre les personnes. Et surtout, on tient compte du passé de chacun et puis des espoirs de futur de chacun. C'est-à-dire qu'on identifie dans le passé les souffrances, c'est ce que tu fais avec la trame. Oui, voilà. Ouais, mémorial. Voilà, donc si vous voulez faire le point sur votre passé et pouvoir tourner la page, pas dire « Ah, je suis mort, ça n'existe plus », non, c'est faux, ça existe toujours et c'est pas mort. Mais par contre, il faut le connaître, il faut arriver à apprivoiser son être du passé, à assumer qui il était, qui il a fait, etc. Et on peut remonter très loin, ça s'appelle les constellations familiales. Et puis de l'autre côté, il faut s'approprier notre futur. C'est-à-dire il faut savoir comment je me vois dans 5 ans, comment je me vois dans 10 ans, comment je me vois dans 20 ans, comment je me vois dans 30 ans, comment je me vois après la mort. Est-ce que je me vois dans un cycle de renaissance ou est-ce que je me vois dans une terre pure, etc. Et se donner les moyens de ce futur-là, ici et maintenant. Alors, on va regarder un petit peu la vidéo avec Jabba Animal. Et puis, je vais vous expliquer la position de son corps, les mouvements de ses yeux, et puis ce qu'il a fait avec Nicolas. Ça prouve plusieurs choses. Alors, on est face à un milieu satanique, donc il faut inverser. Donc, quand Jabba dit que Nicolas il te dit « t'es sous hypnose », t'es sous le contrôle de Pascal et je te souhaite dans des années de les découvrir. En réalité, c'est lui qui est sous hypnose. Hein. On renverse. Qu'est-ce que nous dit Jabba? Jabba nous dit qu'il est sous hypnose, qu'il va mettre des années à s'en rendre compte et qu'en réalité, il n'est pas lui-même. Alors évidemment, on a des preuves de ce qu'on dit. D'abord sur son origine juive, elle est très facile à établir. Il est dans la fuite, il dit prouve-le, prouve-nous que tu n'es pas juif. Prouve-moi que tu n'es pas circoncis, parce que c'est toujours la même chose. Hein. Witowski, c'est pareil, c'est toujours à nous de prouver. Prouve-moi, Raymond Witowski, que tu n'as pas géré le projet ici. Prouve-moi, Raymond Witowski, que tu n'es pas parti avec du fric. Et prouve-moi, Raymond Witowski, que tu n'es pas un menteur. Voilà, et un menteur pathologique en fuite avec lui-même et en fuite en général. Donc, il ne faut jamais se laisser impressionner par les satanistes. Hein. Les satanistes arrivent et nous disent Dieu n'existe pas, prouve-moi que Dieu existe. Moi je dis on va commencer par le contraire, tu vas me prouver que Dieu n'existe pas. Quel argument tu as pour que Dieu n'existe pas? Tu vas d'abord me donner tous les arguments que tu as que Dieu n'existe pas. Moi je vais te donner mes arguments que Dieu existe. Voilà, alors généralement ils vous disent le malheur, nanana, etc., etc. Et moi j'ai un seul argument que Dieu existe. Est-ce que tu connais quelque chose sur cette terre qui n'est pas d'auteur? C'est-à-dire, est-ce que tu connais quelque chose qui n'est pas une cause? Rien n'est sans cause, tout a une cause. La cause première, c'est Dieu. Tu peux l'appeler comme tu veux. Après, c'est à toi de savoir quelle relation tu veux avoir avec cette cause première. Dans le taoïsme, ça porte un nom. Dans l'islam, ça porte un nom. Chez les indigènes, ça porte un nom. Mais il y a toujours une cause première. Et cette cause première, c'est ce qu'on appelle Dieu. En science, on dit que la cause première, c'est les soleils. C'est les différentes étoiles. Elles sont la cause première à partir de laquelle tous les éléments de l'univers vont se manifester. On est tous poussière d'étoiles. Figurez-vous que le mot étoile, dans la racine indo-européenne, on dit dious, qui a donné le mot Dieu ou théos. Donc, les dieux, c'est justement, ces dieux créateurs du début, c'est justement les étoiles. Et c'est à ce principe qu'on se réfère, c'est cette cause première. Après, on peut aller encore plus loin. C'est ce qu'a fait la science avec la théorie du Big Bang et puis le Big Crunch au final. Alors nous, on a un autre dispositif qui est le dispositif de la gnose. On ne décrit pas un processus matériel, on décrit un processus d'amour. C'est-à-dire que tout ce qui sous-tend ce qui est autour de nous, c'est l'amour. Alors on va voir comment Nicolas, Jabba ne lui a pas manifesté d'amour. D'abord, il ne l'a pas traité en égal, il l'a traité en inférieur. J'ai la vérité et tu es sous hypnose de Pascal. C'est un open mic, mais Pascal n'a pas le droit de venir sur mon live. Les personnes qui sont proches de Pascal n'ont pas le droit de venir sur mon live. Moi, je joue des open mic aussi, des micros ouverts. Et Jabba est venu plusieurs fois. Il vient qui a envie.
Donc en réalité, c'est pas un micro ouvert parce que la plus grande peur de Jabba, c'est que les gens découvrent qu'il met les gens sous hypnose pour le système et qu'il est lui-même sous hypnose satanique. D'ailleurs, il faut toujours s'intéresser à ce que font les gens. Jabba d'ailleurs ne s'est pas intéressé à mon passé, mais je pourrais exprimer maintenant ce que j'ai vécu avec l'oncle Reggae dans mon passé. Ah ben voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors Nicolas va nous dire ce qu'il va faire avec ce qu'il a expérimenté dans le passé. Mais pour qu'on aille un petit peu plus vite dans le dispositif, j'ai rapidement vous montrer le comportement de Jabba. Après je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Nicolas va nous dire ce qu'il a vécu, c'est bon. Et après je vais vous montrer comment en sortir. Il va faire Jabba, il va répéter les mêmes choses et moi je vais faire Nicolas. C'est-à-dire que eh bien, je vais montrer à Nicolas comment il faut traiter les satanistes et comment systématiquement avec les satanistes il faut prendre le contre-pied de ce qu'ils disent. C'est-à-dire que quand il lui dit tu es sous hypnose, tu ne peux pas parler parce que tu es avec Pascal. Alors moi je lui ai répondu, mais Jabba, les gens qui sont autour de toi, ils n'ont pas le droit de parler parce que tu les mets sous hypnose. Est-ce que c'est pas toi qui es en train de faire une secte, Jabba? Tu penses que tout le monde fonctionne comme toi, le juif apostat qui chante des chansons satanistes avec la bête à qui on donne des coups de couteau? Voilà, et là vous le démasquez. Je vais vous montrer exactement les mouvements de ses yeux, les mouvements de son corps, sa posture. Son hygiène douteuse, hein, il s'essuie dans son t-shirt, c'est vraiment le porc germanique, hein, c'est vraiment, on est là vraiment dans l'ordure d'Europe centrale, c'est-à-dire ce mélange terrible d'édomites, c'est-à-dire de sémites fous, et de khazars, c'est-à-dire les descendants de Cham et de Canaan. On est vraiment dans les deux peuples les plus abjects de l'histoire du monde. D'ailleurs, le Coran et la Bible les annoncent, et Yadjouj et Madjouj, ou Gog et Magog, c'est eux qui vont intervenir à la fin des temps et qui vont provoquer le châtiment de l'humanité. Alors suivez ces joueurs de flûte, refusez la gnose, rentrez dans son délire conspirationniste et chantez ces chansons satanistes du rock sataniste et vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez vous retrouver dans le même état que lui, vous allez renaître, mais en réalité vous allez mourir et vous allez mourir en Satan. Parce que Satan l'habite, ce qui est certainement pratique en matière de sexualité, mais très certainement pas pour se faire un avenir après la mort. Voilà, alors on va vous montrer ce qui se passe avec Jabba, donc dans l'entretien avec Nicolas, et vous allez voir par vous-même et on va vous expliquer comment il fonctionne. D'abord quelques indications qu'on reprendra au tableau. Vous allez voir qu'il se met en biais. Voilà, donc on a une position en biais. Voilà, alors la position en biais, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une position qui n'est pas une position sincère. Ok. Voilà. Donc de temps en temps, il va être face à vous et de temps en temps, il va être... Alors c'est aussi un jeu de caméra, mais bon, c'est un choix. Bon, le monkeypox, ou justement les différents de... Donc on voit qu'il y a son public de gouroutisé hein, qui est là. Donc on peut pas en dire une. Et j'ai essayé de rentrer avec 4 pseudos différents à chaque fois. Il me strike. Puis finalement, quand ça a été dit. Puis là, il va Nicolas qui va arriver. Ah, pardon. Les gens, ils t'ont pas entendu jusqu'à maintenant. Excuse. Alors, si tu peux recommencer. Oui, c'est très bien. Nicolas, il voit le drapeau brésilien. Donc, bonjour Jabba, bonsoir tout le monde. Donc, je suis Nicolas André. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai eu une aventure ici au Brésil. Hein, ce que j'ai vécu il y a 2 ans en arrivant ici. Je peux partager mon expérience si tu veux. Volontiers, pardon, j'ai muté mon micro parce qu'il y avait les chiens qui aboyaient. Ouais. Donc, cette expérience ici au Brésil, je l'ai vécue aussi avec Raymond Wiskowski et Nadine, sa femme, donc qui sont venus témoigner hein, sur ta chaîne. Et j'aimerais parler aussi de l'expérience que j'ai vécue avec eux, hein, personnellement, comme j'ai vécu l'expérience avec Pascal Trefingui et toutes les personnes qui sont venues ici présentes au Brésil. Et donc j'ai continué ma vie ici, hein, je peux en parler aussi si tu veux. Mais toi tu
tu es toujours là-bas avec Pascal? Alors, si tu veux, je peux, pour que les personnes me... Alors, il vient de lui dire qu'il est ici. Il le voit de toute façon puisque Nicolas, il était aujourd'hui chez moi. Mais dans l'immeuble, il y a plusieurs appartements. Il est dans un des appartements. Il est là chez lui. Donc, il a le drapeau de la monarchie brésilienne. Donc, il le sait très bien. Donc, ça, c'est une technique de manipulation mentale. Il a parfaitement capté l'information. Il va reprendre un certain nombre d'éléments dans l'information que tu lui donnes. Tout le monde a parfaitement compris parce que c'est l'élément qu'il va choisir pour te déstabiliser parce que c'est un manipulateur. Ouais, c'est le premier élément, je l'ai senti tout de suite. Voilà. Voilà. Donc on a un premier élément. Voilà, j'en ai pas de vidéo de ce côté. Donc on a un premier élément, Nicolas, c'est que en fait il sait qui tu es parce qu'il t'a déjà vu sur la chaîne du Temple, que t'es ici avec nous. Il identifie que tu es dans la maison tout de suite. Et puis il va prendre dans tout ce que tu as dit, il va sélectionner qu'un seul élément. Et le seul élément qu'il va sélectionner, c'est l'élément avec lequel il veut te déstabiliser parce qu'il t'a fait monter avec un pseudo sans voir ta vidéo et quand il t'aperçoit de qui tu es, eh bien il lui faut un certain temps pour réagir. Et d'ailleurs on le voit, il est en sidération. Alors à quoi on voit qu'il est en sidération? Je vais vous le montrer ici. Donc ça donc j'ai fait un cours de la CIA, enfin c'est des cours en ligne qui montrent, voilà, donc là il écoute Nicolas. J'ai l'expérience avec Pascal Trefingui et tous les... Donc on voit qu'il est en état de sidération, Ils sont venus ici présents au Brésil. Et donc j'ai continué ma vie ici, je peux en parler aussi si tu veux. Regarde le changement d'attitude. Mais toi, tu es toujours là-bas avec Pascal. Donc, regardez ses yeux. Alors, vous voyez, chez Jabba, vous avez un changement du regard. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il vient de se faire piéger. C'est-à-dire que Nicolas... Je savais pas que Nicolas... D'ailleurs, Nicolas peut... Est-ce que tu m'avais prévenu que tu allais discuter avec lui? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je l'ai fait d'une façon stratégique, ce qui a été mal vécu. Mais sinon, je serais pas monté. Moi, j'aurais préféré qu'il me le dise avant, parce que je lui aurais donné quelques conseils pour le déstabiliser. Parce que vous allez voir ici, vous voyez là la méchanceté et le regard prédateur du type. Donc, quand une personne incline la tête comme ça, c'est qu'elle n'est pas sincère. Elle est en mode de réflexion et sa couleur a changé, il est beaucoup plus rouge. Et vous voyez ses yeux qui se mettent sur le haut avec un regard de fureur. Donc, c'est le mâle dominant qui se sent en situation de déstabilisation et qui va mettre en place une stratégie de parade. Alors, généralement, dans la nature, qu'est-ce que fait un singe quand il y a un... Tu vas prendre, tu vas me filer. Voilà, eh bien, il y a un singe dominant qui est comme ça. Il est là sur sa chaîne à faire le roi du monde qui va nous enseigner la grande réalisation spirituelle et la grande philosophie qui est la sienne avec les grandes chansons multinationales qui sont les siennes, le plus grand artiste de Belgique, un hybride gigantesque. Et puis toi, tu arrives avec ton petit air gentil, etc. Et puis il t'écoute, il donne ligne de la tête, etc. Et puis ensuite, il va commencer à prendre un élément de toi, il va commencer à t'intimider. C'est comme le mec avec qui vous avez discuté qui va te mettre le doigt comme ça. Et après ça... Donc on a le mâle dominant. Vous allez voir la suite de la vidéo comment Jabba a un comportement simiesque de mâle dominant. Alors c'est normal, c'est un artiste, il va sur scène, donc il est adulé par toutes sortes de bonnes femmes hystériques qui sont prêtes à n'importe quoi pour coucher avec lui. Donc il met les gens sous hypnose avec sa musique sataniste. Et puis ça donne une réaction qu'on interprète dans le candomblé ici au Brésil comme la pomba gira. Alors je reviendrai une autre fois sur ces mécanismes. En réalité, quand vous êtes en position d'enseigner, de chanter, etc., vous correspondez à un personnage qui s'appelle Eshu. Eshu Elegba. C'est le principe mercurien. Donc chez lui, c'est pas Mercure qui apporte la vérité, c'est Mercure qui apporte les fake news. Et à ce moment-là, vous allez avoir une réaction vénusienne face à vous. Donc les femmes qui sont des femmes saintes, eh bien, moi j'ai plein de femmes saintes autour de moi, elles ne veulent pas avoir de rapport sexuel avec moi, elles m'aiment bien et on collabore ensemble.
Par contre, parce que je suis en situation mercurielle et en situation vénusienne. Par contre, en mode inversé, eh bien, vous allez avoir Mercure inversé, c'est ce que fait Jabba, la fake news, etc. Et les femmes qui sont autour de lui vont avoir des réactions hystériques basées sur la sexualité. Vous voyez d'ailleurs ce qui se passe, c'est-à-dire la femme avec qui il vit, au moment où il intervient, eh bien, il y a les chiens qui se mettent à aboyer, et sa femme vient, il parle avec elle comme ça, vous voyez tout à fait la relation qu'il y a, parce qu'en réalité, à la maison, c'est plutôt lui qui a les couilles, ici, en décoration, c'est un dominé. Mais dans son rapport avec les autres hommes, il est dominé à la maison, mais dans les rapports avec les autres, eh bien, il va essayer de faire le mâle dominant. On passe d'un complexe d'hubris, de soleil noir, orienté sur lui-même et son égocentrisme, et on va avoir cette relation Mercure-Vénus, lui qui a utilisé les planètes du système solaire dans le cadre du calendrier Maya pour vendre sa soupe musicale. Eh bien, on est exactement dans ce comportement de singe. Voilà, on va faire une petite pause et on va retourner sur la vidéo. Vous allez voir, ça continue dans le propos simiesque. Voilà, alors vous avez exactement la méthodologie du type, donc tu as vu comment ça fonctionne. Il part d'un élément, tu es ici dans la maison, et tu n'as pas le droit de t'exprimer. Et au final, il te dit que tu es dans une secte et que tu es sous hypnose. Voilà. La première chose que j'ai sentie, c'est quand il insistait pour savoir si j'étais dans la maison, c'était une forme de me mettre face à la stratégie que j'avais montée, pour me décrédibiliser en me faisant passer pour un menteur. Voilà, alors ce qu'il s'attendait, c'est ce que Nicolas lui dise, ben non, je ne suis pas chez Pascal, alors il sait très bien qui est Nicolas, il sait très bien que Nicolas vit dans un appartement ici de l'immeuble, et il voit recouronner le drapeau, etc. Donc il sait qu'il est dans le contact, sauf que dans sa paranoïa, il pense que je suis derrière. En réalité, j'étais en réunion de production avec un artiste brésilien pour son prochain album. Je savais de toute façon qu'il ne me ferait pas rentrer sur live parce que Jabba ne veut pas discuter avec moi en face à face. Parce que quand il est avec moi en face à face, moi je reste calme et je le laisse faire et il crache sa haine, son homophobie, son mal-être, il cache le fait d'être de famille juive, etc. Donc il nous apporte la preuve qu'il ne vient pas d'une famille juive, qu'il nous apporte la preuve qu'il n'a pas apostasié. Quand il dit qu'il est mort et que son passé n'existe plus, de quoi s'agit-il? Qui nous apporte toutes les preuves de ce qu'il dit. Or, il n'apporte aucune preuve. C'est quelqu'un qui passe son temps à dire c'est comme si, c'est comme si, c'est comme ça. Il n'apporte aucune preuve de ce qu'il dit, il se réfère à rien sauf ce que lui a envie de penser. Et en réalité, c'est quelqu'un qui a pris l'habitude de mettre son public sous hypnose à travers les chansons qu'il joue, à être adulé comme un dieu, d'être en fonction mercurielle et d'avoir une réaction hystérique au niveau de l'utérus des femmes qui sont en face de lui, qui ne sont pas des saintes, parce que je peux vous assurer que des femmes saintes qui vont à la messe et qui sont croyantes, comme toutes les personnes qui sont ici autour, on a beaucoup de femmes qui sont très croyantes, qui sont vraiment de saintes femmes, et je peux vous assurer que chez elles, il n'y a pas d'hystérie sexuelle, etc., comme son espèce de public de groupie qui est prêt à se jeter sur lui sur scène et qui pense qu'il est le mâle dominant. Donc il a fini par croire qu'il était un mâle dominant et je vais vous expliquer bien comment il fonctionne parce que vous l'avez vu dans la vidéo. C'est-à-dire qu'il ne considère plus son interlocuteur et il a la tête qui est orientée vers le passé, c'est-à-dire sur la droite. Et il la penche, il est devenu très rouge et les yeux sont globuleux et orientés vers le haut. Et vous voyez dans sa bouche, en fait, peut te contacter, ils m'ont trouvé tes coordonnées, et puis peut te contacter vu qu'il est partagé. Tu sais, Jabba, quand tu parles d'expression de faciès, ton langage non verbal, il s'exprime aussi, je pourrais le décrire. Ouais, mais fais-le. Fais une vidéo sur l'expression de Jabba. Peut-être il y a des gens qui s'intéressent. Nous, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Alors d'abord, il parle de lui à la troisième personne. Il est il. Parle de Jabba. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Si vous voulez faire une vidéo sur Pascal, vous pouvez le faire et nous, ça ne nous intéresse pas. Vous allez penser que je suis un cas psychiatrique. Et c'est un cas psychiatrique. Il est exactement dans le cadre de ces joueurs de flûte du déjudaïsé, qui sont des gens qui sont là pour véritablement, comme Freud, comme Jung, comme Marx, comme Einstein, etc., vous amener dans l'ornière. Et c'est eux
Hein, il parle du système, mais c'est des gens de sa race à lui, de son origine sociale, de son origine ethnique, qui ont amené la situation actuelle de l'Occident. Je rappelle que nous, on est des Celtes, qu'on a été colonisés par ces gens-là, d'abord les Édomites et ensuite les Khazars. Alors, tant que ces gens sont catholiques et juifs, ça ne nous pose pas de problème. Au contraire, on a, sur la base de l'odinisme, on a beaucoup de valeurs communes avec la tradition primordiale. Mais quand ils apostasient, aussi bien le catholicisme que le judaïsme, eh bien, on est face à de véritables tyrans qui vont vers le satanisme, qui rendent les femelles hystériques, qui les détournent de la sainteté, qui se comportent en véritables gourous et donneurs de leçons. D'ailleurs, Jabba n'apporte aucune preuve de quoi que ce soit qu'il puisse dire. Et les quelques bonnes vidéos qu'il a faites, c'était quelqu'un d'autre qui avait fait le travail à sa place. D'ailleurs, c'est la théorie de la conspiration, la situation actuelle, c'est pas ça qui l'intéresse, hein. Il est là pour placer sa musique. C'est-à-dire, comme il a attiré les gens avec le film de 2012 de Emmerich et de la théorie de la fin du monde en 2012, il vous attire avec la théorie de la conspiration pour avoir du public. C'est une stratégie marketing d'enfumage pour vous attirer et vous vendre sa musique, parce qu'il n'a rien d'autre à vous vendre d'ailleurs que sa musique, puisque c'est quelqu'un qui est pratiquement analphabète. Voilà, alors je vais expliquer comment il fonctionne. Donc quand vous êtes en face d'une personne, vous êtes sincère. Quand vous regardez vers la droite, vous êtes orienté vers le passé. Et vers la gauche, vers le futur. Alors généralement, quand on pose une question à quelqu'un sur son passé et qu'il regarde à droite, il dit la vérité. Quand il regarde à gauche, vers le futur, c'est qu'il ment. Voilà, c'est qu'il est en train de calculer l'effet que va avoir à faire son mensonge. D'autre part, c'est des petites règles de base. Vous regardez ses yeux. Il a les yeux qui sont, au début, il se comportent normalement. Et puis après, il a les yeux qui vont systématiquement vers le haut. C'est la peur et c'est la surprise. Et puis ensuite, il va avoir l'effet inverse, s'il va regarder vers le bas. Et les gens qui regardent vers le bas, c'est les gens qui sont dans la gêne et le mensonge, et les lèvres se pincent. Vous regardez Vitowski quand il était sur sa chaîne, il a les yeux vers le bas et le visage pincé, il est suant, il est complètement bouffi, et vous voyez à quel point il a du dégoût pour lui-même. Tu vois aussi genre la tête de l'île de Pâques à Moai. Et on peut distinguer aussi la forme d'un morail de l'île de Pâques. Je vais là-bas, ici là, je vais là. Teus cílios luzes para mim. Teus cílios luzes. Teus cílios luzes para mim. Mais suave, ave, leve. Mais suave, ave, leve. Mais suave, ave, Vous regardez Vitowski quand il était sur sa chaîne, il a les yeux vers le bas et le visage pincé, il est suant, il est complètement bouffi, et vous voyez à quel point il a du dégoût pour lui-même. Alors, ça peut être un dégoût pour les autres ou un dégoût pour soi-même, mais il y a différentes façons de l'analyser.
Alors, dans la relation avec Nicolas, tu as remarqué, Nicolas, ce qui s'était passé. Toi, tu es arrivé, je suis sincère. Ouais. Et lui, il t'a dit, tu n'es pas sincère. Bah, la façon d'exprimer, j'avais pas le temps d'en placer une. Voilà. Donc, il t'empêchait de t'exprimer, en fait. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Nicolas a dit, il a dit la vérité. Je suis chez Pascal, je suis nanana. Et à chaque fois, il voulait il voulait pousser Nicolas à faire un mensonge. Hein, t'as perçu qu'il voulait te faire mentir? Ah bah il voulait me faire chuter, ça j'ai bien senti. Ouais. Voilà. Donc une stratégie de mâle dominant, hein, de prédateur. Hein. Mm. Et il a passé son temps, Nicolas disait la vérité, lui dire tu n'es pas sincère, tu n'es pas sincère, tu n'es pas sincère, tu n'es pas... Or tout ce que Nicolas a dit c'était sincère. Alors vous voyez, Nicolas était sincère et disait la vérité. Lui essayait de lui induire le mensonge. Des mensonges de protection. Et en même temps, il lui disait qu'il n'était pas sincère. Et donc, il a joué sur l'argument de la sincérité. Et au final, eh bien, comme l'argument de la sincérité, tout le monde a vu que Nicolas était sincère, et d'ailleurs, il perdait un peu ses moyens. Il a attaqué en lui disant, eh bien, tu es sous hypnose. Alors, donc, de la sincérité, il a dit à Nicolas, il a fini par comprendre que Nicolas était sincère, mais après, eh bien, il a voulu apporter le terrain sur l'hypnose. C'est-à-dire, Nicolas est sincère, mais il est sous hypnose. Et Nicolas lui dit, non, je suis absolument pas sous hypnose. Il a dit, si, tu es sous hypnose. Alors, il faut savoir qu'au début, il a dit, Nicolas était sincère et lui n'était pas sincère. Nicolas lui a dit, moi, je suis pas sous hypnose, mais Jabba a apporté la preuve que lui était sous hypnose. Donc, Jabba n'est pas sincère et n'est pas n'est pas sincère et est sous hypnose. Alors, posez-vous la question, pourquoi Jabba n'est pas sincère? Et c'est-à-dire pourquoi il vous dit pas de quelle origine il est, pourquoi il dit pas son vrai nom, pourquoi il arrive masqué, pourquoi il utilise cette stratégie commerciale en utilisant votre peur de la crise sanitaire, votre peur des vaccins, votre peur de la crise économique et votre peur de ce qui se planifie dans les plus hautes sphères de la société. Pourquoi il joue sur cette peur? En réalité, c'est une stratégie marketing. Il est là pour vous exploiter. Il est là pour exploiter vos peurs et pour vendre sa musique. Alors moi, j'ai pas de problème à ce qu'il exploite vos peurs et qu'il vous vende quelque chose. Moi, je sais que les gens ont peur. Donc, mon message, c'est n'ayez pas peur. Déjà, pour commencer. N'ayez pas peur, ils ne réussiront pas et tout est entre vos mains. Donc lui, il vous dit, ayez peur, vous allez perdre, il y a ça qui va se passer, mais achetez ma musique. Tandis que moi, je lui dis, n'ayez pas peur, vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Je vais vous donner les éléments clés comme je le fais aujourd'hui gratuitement. Puis si vous voulez aller plus loin, eh bien, on a aussi un temple, une organisation religieuse. Je vous invite à pratiquer votre propre religion et à ne pas sortir de votre religion. Par contre, si on peut vous aider en vous apportant un éclairage ou si vous avez besoin d'une thérapie, eh bien, il y a des thérapeutes qui sont là. Voilà, il faut savoir que moi, je gagne rien. Donc, on voit tout à fait comment ce mâle dominant qui s'est habitué en chantant de la musique satanique à rendre des femmes de mauvaise vertu hystériques pour pouvoir les sauter, entre deux joints, un rail de coke et puis des invocations à Satan, comment en fait en réalité il a mis autour de lui un troupeau de guenons dominantes, notamment celle qui le tient à domicile. Et puis comment eh bien il va systématiquement traiter les femmes vertueuses et saintes qui sont dans mon entourage comme des femmes dominées sous hypnose et des personnes gentilles comme Nicolas, il va les traiter comme s'ils étaient des mâles dominés et les humilier. Voilà. C'est une séance d'humiliation qu'il t'imposait, tu l'as perçu comme ça? Oh, je l'ai même pas aperçu, je l'ai vécu comme une forme d'humiliation, on me coupait la parole. On me laissait pas m'exprimer, à dire ce que j'avais sur le cœur par rapport à l'injustice que j'ai vécue et ce que je vivais actuellement dans cet échange avec lui. Il y avait une forme d'injustice. Surtout qu'en fait, c'est lui qui a lancé la conversation sur moi et sur l'éco-village. Donc à partir du moment où il y a des gens... Moi, il ne me laisse pas parler. Alors lui, il vient sur mes vidéos et lui, il publie sur mes chaînes. Mais moi, si je mets un message sur ses chaînes et si je surviens, il les efface et j'ai pas le droit de venir sur ses lives. C'est quand même quelqu'un qui a peur à la base. Hein. Il a peur de moi. Il se chie dans son froc jusqu'au dernier degré. Et réfugié dans sa citadelle suisse qui vit du bien-être de l'argent volé aux autres Européens et aux Juifs. Ils sont là, un troupeau d'apostats. Alors, il y en a de toutes sortes, c'est-à-dire les gens qui planifient le système le plus horrible qu'il y a au monde, qui s'appelle la gouvernance mondiale, et une bande de cafards comme lui qui vendent de la musique satanique
et eh bien, sont dans l'inversion accusatoire permanente. Et, tu as remarqué, alors est-ce qu'on a déjà été dans des vidéos ensemble où j'insultais Jabba? Ah, la seule vidéo où il est monté sur ta chaîne, parce qu'il t'a jamais laissé monter sur la chaîne. Monté sur ma chaîne. Ouais, sur ta chaîne, t'as pas pu en placer une. Il a fait pareil qu'avec moi. Il a été totalement agressif. Son ton de parole était pas du tout reposé et apaisé. C'était quelqu'un qui était dans une forme de lutte. En tant que psychothérapeute, parce que toi, tu as quand même pas mal, tu as eu ton parcours personnel, mais tu as beaucoup étudié. Tu as eu des initiations dans le soufisme, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. Tu as beaucoup étudié la psychologie occidentale dans différentes voies, l'alchimie, aussi la psychologie orientale. Tu le diagnostiques comment? Moi, je le diagnostique dans une forme d'un abus de pouvoir. C'est-à-dire qu'il a goûté au prestige, il a goûté à la gloire. Et je l'ai vécu, moi, dans le monde du spectacle. C'est très dangereux. Hein. On en perd à un moment son âme. Hein. Quand on commence à mettre les mains dans des arts artistiques et pas pour réveiller une vérité divine, quand on le fait pour son propre ego et s'attirer à un certain prestige, il y a des retours de bâton et c'est ce qu'il est en train de vivre. Et là, il a besoin de se faire aider. C'est-à-dire qu'il est dans l'hubris à fond, mais en plus, comme il gagne moins d'argent et que ses albums ont moins de succès, etc., il a essayé déjà en 2000... il a gagné beaucoup d'argent tant que c'est moi qui ai lancé l'histoire. Donc il a gagné beaucoup d'argent avec l'industrie du disque, notamment en reprenant des hymnes du satanisme rock, du satanisme à forme rock. Et ensuite, il a essayé de revenir en surfant avec l'effondrement du marché de la musique et les nouveaux modes de distribution. Il n'a plus gagné d'argent. Donc, il a fait un premier essai en 2012 qui n'a pas fonctionné, hein, en essayant de surfer sur la peur de la fin du monde. Et là, il est revenu en essayant de surfer sur la théorie de la conspiration pendant la crise sanitaire pour faire du fric, c'est-à-dire principalement, faut savoir que quand ces chaînes sont monétisées et quand ces vidéos et quand sa musique tourne sur YouTube, il gagne de l'argent. Donc il est là pour vous traire, en vous attirant, en parlant de la théorie de la conspiration, mais derrière, et vous le voyez, 50% de son live, c'est sa propre musique. Je vois pas l'intérêt d'ailleurs c'est comme si moi j'arrêtais ma vidéo, je vous lisais 4 pages de mon livre, je vous disais allez acheter mon livre, et puis je reprenais ma vidéo, etc. Donc c'est vraiment du marketing, c'est de la publicité, c'est quelqu'un qui a un truc à vous vendre, et ce qu'il a à vous vendre, c'est ses musiques satanistes. Hein. Bon ben voilà Nicolas, c'était l'expérience d'hier. Ouais. Par rapport aux cours, donc les cours depuis 3 semaines, ils ont porté sur la primatologie, c'est-à-dire le comportement dominant-dominé. Ouais. Voilà. En fait, tu avais ton propre appartement et si tu vivais ta vie, je t'ai demandé de venir avec nous dans la chambre parce que dans le cadre de ta formation, je me suis aperçu que tu avais des difficultés à vivre en collectivité et que tu avais besoin de prendre conscience en toi parce que tu ne connaissais avec les gens masculins ou féminins que des relations dominant-dominé. C'est vrai. Ouais. Et la synarchie, c'est une relation d'échange juste. Et d'égalité, d'échange juste. Ouais. Bon ben voilà, maintenant vous savez comment ça fonctionne, c'était assez rapide. Alors maintenant Nicolas, c'est moi qui t'écoute. Oui. Et tu vas me raconter, si tu le veux bien, ton histoire personnelle et ce qui t'est arrivé dans ces groupes de reggae de machos dominants. Ouais, totalement. Ouais, alors ce que Jabba ne sait pas, c'est que j'ai vécu dans mon passé une rencontre avec un groupe de reggae qui s'appelle Brest Zion, Rasta Bigoud pour être plus précis. Donc le chanteur leader du groupe et quelqu'un qui fait du vaudou au niveau antillais, créole. Et ça a été l'ex-mari de la femme avec qui je vivais, qui était dans une influence sataniste, et lui-même d'ailleurs dans une influence sataniste. Donc ce que j'ai vécu avec Jabba dans ce live, je l'ai vécu pendant 3 ans, avec cette mise à pression de ce père dominant qui s'occupait pas de sa fille, et où j'ai pris les responsabilités dans son rôle de beau-père.
et où je me faisais discréditer, et dans une accusation d'inversion accusatoire de ce qui a été fait avec Jabba. Donc tu as vécu la même chose, c'est-à-dire le chef d'un groupe de reggae, sa femme était devenue ta compagne, c'est ça? Oui, voilà. Il ne s'occupait pas de ses enfants. C'est marrant comme il y a des points communs avec notre ami Gawain, hein. Alors Gawain, pour information, ça vient de Bhagawan, hein. Bhagawan, ça veut dire le Seigneur, hein. Donc là, on a aussi une indication un peu des influences qu'il y a derrière. Et puis derrière, c'était pas du reggae dans le sens de Bob Marley, c'est-à-dire critiquer Babylone et puis amener un espoir du culte Rastafari, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire parce qu'il est homophobe et en partie antisémite, en tout cas islamophobe. Et donc le mec, il véhiculait quel type de message? Un message très théosophique avec des lectures des évangiles, hein, ce que font souvent les groupes de reggae quand ils ne sont pas d'une façon traditionnelle Rastafari de Jamaïque ou de l'Éthiopie, que j'ai rencontré d'ailleurs un ami yogi qui est de ses origines, qui est malien et qui lui parle très bien du rastafarisme et qui tient des propos en vivant vraiment la doctrine Rastafari de A à Z. Moi, j'ai fait une vidéo sur les Rastafari. Il y a tout un courant de noirs d'afro-américains qui sont retournés en Éthiopie pour vivre de manière traditionnelle. Si. Et c'est parce que j'ai vécu avec cet homme qui était dans le théosophisme, qui faisait des soins. Il avait arrêté de faire des chants pour faire un peu ce que fait d'ailleurs Jabba, hein, c'est-à-dire de la propagande de son point de vue, et se faire tout un cercle d'amis, mais derrière prenait de la cocaïne, faisait du trafic de cannabis, du trafic d'armes, et se servait en fait des services de police, des renseignements pour faire son business. C'était un accord passé. Donc c'est quelqu'un qui travaillait pour la police? Un peu, ouais, pour démonter des... Enfin, c'était un travail de réseau, quoi. Inquiétant. Je vais quitter le monde des fous pour de bon. Je vais vivre dans la nature, loin de la pollution. C'est ça? Carrément. Pierre-Paul Jacques. Ouais, Pierre-Paul Jacques. Alors, Pierre-Paul Jacques, encore c'est autre chose, hein. Cette personne dont je parle n'avait pas du tout de clarté, c'était que de l'illusion. D'ailleurs, c'était plus le groupe breton qu'il portait lui, et lui s'est après mis dans une position de leader telle que Jabba prend sur son public et dans son groupe. De leader qui porte une certaine bonne parole, mais qui est bien ancré de théosophie. Alors moi, je juge un arbre à ses fruits, c'est ce que dit la Bible. La Bible dit qu'il faut juger les arbres à ses fruits. Quand je regarde les fruits de Jabba, je regarde ses chansons, et je regarde son rythme, et je regarde son attitude avec son public. Alors c'est un mâle dominant, il y a un public de groupies sous hypnose, et il chante des chansons à caractère satanique. Ça, c'est le fruit, c'est ce qu'on peut observer. Après, dans la propagande qu'il donne sur Internet, c'est son droit de le faire, et moi je ne veux pas l'empêcher de s'exprimer. Il lui a dit que je devais fermer la gueule, que je devais fermer mes chaînes, etc. Bon, voilà. La liberté d'expression, généralement, pour ce genre de pourceaux, c'est pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont l'arrogance de la communauté dont ils viennent, qui est justifiée, parce que c'est une communauté intellectuelle, mais eux ont la même transposition dans le domaine du satanisme. C'est-à-dire qu'il y a une arrogance satanique qui est exactement le reflet en sens inverse d'une certaine arrogance, une certaine suffisance intellectuelle. Dans l'autre sens, il y a un certain manque d'humilité. C'est d'ailleurs pour ça que le peuple hébreu a rencontré tant d'épreuves, c'est justement à cause de son manque d'humilité. Je suis bien placé pour le connaître aussi. J'ai manqué plusieurs fois d'humilité dans ma vie et Dieu m'a ramené aux réalités. Ce qu'il faut encore dire sur ce système, c'est que Jabba a toujours eu le même marketing. C'est-à-dire qu'en 2012, il est arrivé avec un message sur la fin du monde, enfin en 2011, avec un message sur la fin du monde en 2012. Et à partir, donc ça a attiré un public qui était intéressé par la fin du monde et le film de Roland Emmerich, etc. Donc il a capté l'attention de ce public-là. Et puis, il a ensuite proposé tous les 40 jours, 40 jours, c'est les 40 jours de Jésus dans le désert où il est tenté par Satan. Voilà, donc c'est vraiment l'activité satanique qu'il y a derrière. Donc on fait croire aux gens qu'ils vont mourir, et derrière lui, il enchaîne en proposant quelque chose qui est basé sur l'anthroposophie de Rudolf Steiner et le calendrier Maya, c'est-à-dire que tous les 40 jours, avec 12 chansons, il a mis en scène un envoûtement du public, de son public, basé sur le calendrier Maya et des influences planétaires. Alors là, on est véritablement dans de la cabale déviée, parce que lui, il n'a peut-être pas conscience de ce qu'il fait, mais moi qui ai étudié la cabale et qui viens du milieu juif, je sais parfaitement qu'il est juif, et je sais parfaitement qu'il fait de la cabale inversée, c'est-à-dire qu'il est en train de vous envoûter
avec des résidus qu'il prend dans les clifos. Et c'est pour ça qu'il est en Suisse, il pourrait parler de la tradition chrétienne ou de la tradition celtique ou druidique des Helvètes. Non, il va chercher le calendrier maya. Il a refait la même chose pour gagner de l'argent, avec une même volonté d'envoûtement et d'assurer son pouvoir personnel, puisqu'il est en financière et publique. Il a eu son heure de gloire avec ses chants, avec ses hymnes à Satan, et maintenant c'est un peu tourné. Et il a voulu profiter de la théorie de la conspiration, donc il arrivait avec un propos sur la théorie de la conspiration, à laquelle il n'adhère pas du tout, hein, il ne pense pas du tout qu'il y a une conspiration, il le dit d'ailleurs lui-même, il n'y a pas de conspiration. Et puis ensuite, il a réenchaîné derrière, donc il vous a capté votre attention avec vos peurs, avec les vaccins, avec le fait qu'il y ait une élite agissante, etc., qui est juste à côté de chez lui, qui appartient à la même race que la sienne, hein. C'est les Suisses allemands, c'est le forum de Davos. Donc c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui à la fois est dans le Steinerisme, c'est-à-dire le fascisme écologique naturaliste, et qui est dans un pays qui est la banque et la capitale du transhumanisme et de l'écologisme, du fascisme écologique industriel. Et donc il est arrivé avec ce dispositif, et à chaque fois il fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va attirer votre attention, et puis derrière, eh bien, il vous vend sa musique. Or, si vous regardez toutes les chansons qu'il a mis pendant son live, tout intégralement a un caractère luciférien ou satanique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que le système officiel du transhumanisme est luciférien et satanique, et ils ont raison. Et il va attirer ce public-là avec un propos anti-système, mais derrière, il en remet une deuxième couche. C'est-à-dire que les gens qui ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui sont dans le désarroi, il est là pour leur remettre un deuxième envoûtement et une deuxième couche en exerçant une hypnose par la musique, c'est-à-dire qu'il va vous mettre vous arrivez avec de la peur sur son live et vous cherchez à comprendre, et il va vous en remettre une deuxième couche avec de l'hypnose à caractère satanique. Ce qu'on devait remarquer aussi, c'est qu'il n'y a pas moyen de parler sur son chat. Moi, je censure personne sur les chats. Il n'y a pas moyen de venir discuter avec lui, alors que lui, il peut envoyer des messages. Lui, il peut envoyer des messages sur ma chaîne, lui, il peut venir sur mes lives, mais moi, si je veux aller sur ses lives, si je veux mettre un message sur sa chaîne, mes messages sont effacés, j'ai pas le droit de monter sur les lives. Donc c'est à sens unique. Pourquoi? Parce qu'il a peur. C'est un type qui se mouille, qui a la merde qui lui dégouline le long des jambes, parce que d'abord, il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il a apostasié, il sait qu'il est en contact avec Satan, et il sait qu'il est là pour vous tromper, pour vous envoyer des influences sataniques. C'est-à-dire il est vraiment payé par le système pour vous mettre une deuxième couche. Je vous rappelle quand même que aussi on peut se poser des questions au niveau de l'argent, c'est-à-dire l'argent qu'il a qui lui permet d'avoir une maison et de vivre, eh bien il l'a gagné en chantant des hymnes à Satan, et puis en vous enfumant autour de 2012 et maintenant de la théorie de la conspiration. On est quand même dans un mec qui est quand même une sacrée pourriture et qui est même quand même une ordure, mais c'est pas étonnant, hein, c'est la communauté des ténèbres, hein, celle à laquelle appartient Alain Sora et celle qui a d'ailleurs systématiquement une dent contre les juifs. Les pires ennemis des juifs, c'est les juifs apostats. Moi j'ai toujours remarqué, moi je viens d'un milieu musulman et chrétien, et j'ai mon arrière-grand-mère qui était juive, et quand je suis allé, j'ai décidé d'étudier la Kabbale et de m'intéresser à mes origines juives, eh bien, je peux vous assurer que les rabbins m'ont ouvert les bras avec une gentillesse, avec un cœur. Toi tu as étudié aussi la Kabbale. Il y a un accueil dans la communauté juive qui est extraordinaire. Extraordinaire. Des gens qui ont du cœur, qui ont le sens de la famille, qui sont moraux. Enfin, pour moi, ça a été extraordinaire. Alors, il y a des exigences au niveau moral, évidemment, qui sont parfois un petit peu difficiles, notamment pour des enfants qui ont des dispositions au satanisme comme Gawad. Mais ça contraste avec tout ce que peut véhiculer la théorie de la conspiration contre les juifs. Et quand j'ai commencé à étudier, en fait, les personnes qui ont plus critiqué mon choix d'étudier la Kabbale, c'était tous des gens qui avaient apostasié le judaïsme, qui venaient de familles juives, mais qui ne voulaient plus entendre parler ni du judaïsme ni de la Kabbale, avec une haine contre leur propre communauté. Donc il n'y a rien de pire que la haine de soi.
Eh ben, elle mène à ça. Alors le problème, c'est que pour moi, il n'y a pas de problème. Il dit ce qu'il dit, il fait ce qu'il veut. J'ai assez de personnes qui me suivent pour faire striker sa chaîne et faire striker ses vidéos, ou porter plainte pour insulte publique et puis faire fermer sa chaîne ou le poursuivre. Je ne le fais pas parce que je crois à la liberté et notamment à la liberté d'expression. Mais vous avez vu, il n'a pas laissé Nicolas Pas s'exprimer. une seule seconde. Je peux plus en placer une, de tout ce que je viens de dire d'ailleurs sur la vidéo. Voilà. Alors, par rapport à ton ressenti, puisqu'on vient d'analyser comment ça s'est passé, quand il t'a, en fait, il a fait comme un serpent qui t'a mis sous hypnose, il t'a immobilisé, il a parlé 99% du temps. Donc toi, tu disais, je suis sincère, je suis sincère, je suis sincère. Il lui disait, tu es sous hypnose, tu es sous hypnose, tu es sous hypnose. En réalité, c'était lui qui te mettait sous hypnose pour que tu t'exprimes pas. Totalement. Alors comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu comme un enfermement. C'est pas la première personne. Hein. C'est ce qui m'est arrivé beaucoup dans mon passé, mais je commence à faire face au pervers narcissique, c'est-à-dire faire face à l'enfermement violent et de me positionner avec un petit côté un peu plus tranchant. C'est mon côté martial où j'ai blessé des gens avant. Maintenant, j'apprends à mieux maîtriser ce côté martial. Ça m'a permis de voir dans l'échange que j'ai eu avec Jabba que j'avais encore un travail à faire sur moi-même. C'est ce que je suis en train de faire actuellement en prenant la parole. Et ce que j'ai vécu pendant cet échange, c'était comme une forme d'influence qui venait me couvrir et qui venait me rapetisser, et en face, l'énergie de Jabba montait. Et lui, il enflait de l'ego en fait. Alors jusqu'au moment où dans la vidéo, eh bien, donc c'est moi qui suis derrière. Hein. Donc je me suis connecté avec l'identité d'une autre personne. On l'a habitué en disant, oh Jabba, que tu es beau, que tu es intelligent, merci de dénoncer Pascal, etc. Alors, on le voit dans ses concerts, la suffisance, l'arrogance intellectuelle, l'arrogance égotique du type. Et puis au final, je lui dis, ah tiens, Gawain Sailor, quand est-ce que tu as apostasié le judaïsme? C'est vrai que tu es circoncis, c'est vrai que tu viens d'une famille d'Ashkénaz, alors tu es un khazar. Et là, il est devenu rouge jusqu'aux oreilles, on le voit exactement à l'instant T. Les messages ont été supprimés, évidemment, parce qu'en fait, il supprime les messages, il censure et ça, il n'y a pas moyen de s'exprimer, mais c'est un manipulateur. Et là, il a mis fin à son live, c'est-à-dire qu'il nous a annoncé une belle surprise à la fin, et la surprise, il ne l'a pas donnée. Voilà. Alors, je dois quand même le mettre en garde que autour de moi, il y a une très très vaste opération de police avec des personnes importantes qui sont tombées. Il y a 10 policiers qui sont tombés à Luxembourg et ça continue à tomber. Il y a une personne au sein du pouvoir judiciaire de Rio de Janeiro qui est tombée, 2 consuls de France qui sont tombés. Et Witowski, bientôt, il aura le choix soit entre se livrer, et les pointeurs, c'est difficile pour en prison, ou se suicider. Parce que généralement, c'est ce à quoi ça conduit. C'est d'ailleurs pour ça que notre amie Gwen est intervenue sur la chaîne de Jabba, puisqu'elle a connu la même chose que la fille de Witowski, c'est-à-dire qu'elle a été enfermée par un père abusif pendant des années, qui l'a séquestrée, qui lui a fait faire des enfants, des avortements, et quand elle a eu la force de se libérer, eh bien, il s'est suicidé. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais d'ailleurs proposé à Gwen de contacter la fille de Witowski. Donc il y a de la panique chez ce couple d'être démasqués parce qu'ils ont fait toute leur vie dans l'imposture sociale, avec une vie horrible d'infanticide, de pédocriminalité, de trafic de drogue. Enfin, c'était vraiment les réseaux. Il a obéi à tous les réseaux mafieux à l'intérieur du système. Et puis à la retraite, parce que le beau-frère est steinérien et qu'il s'est fait virer de l'armée, et bien là il est rentré dans une espèce de trucs New Age, où voulait soigner des gens, ouvrir un centre thérapeutique, etc. Alors ils sont arrivés ici comme des loups déguisés en agneaux, et puis bon, moi j'en voulais pas. Et puis toi tu as eu l'expérience dominant dominé avec Witowski, tiens, tu pourrais nous en parler? Et ce que j'ai pas pu faire sur la chaîne de Jabba, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc Raymond Wiskowski, j'ai travaillé pour lui dans le restaurant quand il a pris les responsabilités avec sa femme de prendre le restaurant en charge. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais serveur, je n'avais pas encore ouvert mon cabinet pour faire des accompagnements ici au Brésil et en France que je fais maintenant à distance.
Et dans ce rôle de serveur, eh ben, je me mettais sous la direction du chef. Voilà. Donc ce côté chef qu'il n'avait pas du tout, parce que j'étais moi-même dans l'armée, j'ai eu des commandos, j'étais quartier-maître dans la Marine nationale jusqu'à un certain grade, donc j'ai fait face à des commandants de sa spécialité. Et ce que j'ai vu, que ce qu'il prenait en responsabilité au restaurant, et ben, comme plusieurs commandants que j'ai eu de la marine, c'était un très mauvais dirigeant. Ce côté très mauvais dirigeant, il en a fait beaucoup en pâtir sur l'ambiance de cohésion sociale dans le service. J'étais au même niveau que les serveurs brésiliens qui travaillaient dans ce restaurant. Et il mettait plus de confusion que d'organisation pour créer une bonne clientèle et de créer un véritable service qui était proposé à la base dans ce restaurant. Comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu comme une forme de trahison. Parce que à la base, c'est présenté, je me suis ouvert à lui, ils sont un peu ouverts à moi, mais ils ne m'avaient pas tout dit. Ce que Pascal savait, je ne le savais pas. Non, parce que c'est dans le secret de la confession, et ce que vous savez maintenant, j'ai été amené à le dire tout simplement. D'abord, je ne l'ai pas dit jusqu'à un certain point, et ensuite, comme il m'a attaqué et qu'il a tenu des propos de calomnie à mon égard, les policiers m'ont demandé mais pourquoi il a cette stratégie, et je lui ai dit parce que je peux tout vous dire, il y a des infanticides, il y a de l'inceste, il y a du trafic de drogue. C'est un couple épouvantable qui a travaillé pour les réseaux mafieux à l'intérieur de la police. Le frère fait la même chose en France, puisqu'il est complètement impliqué dans les réseaux pédocriminels, avec des grands dealers et avec la mafia qui est liée au nucléaire, mais avec un groupe de personnes dans l'entourage d'Emmanuel Macron qui travaille en collaboration avec la Russie et qui attend pour faire un coup d'État en France. Et avec des liens ici au Brésil. Alors les Brésiliens ont laissé faire et puis ils l'ont observé pour voir qui il allait téléphoner, avec qui il allait être en contact et s'il allait faire appel à son frère en France et qui son frère allait appeler au Luxembourg, parce que le Luxembourg était prévenu à un très haut niveau et le Brésil aussi. Donc on l'a laissé faire pour observer ce réseau mafieux à l'intérieur de la police et ce réseau criminel international. Le fait est, c'est à cause de mon livre, ou grâce à mon livre Torture psychotronique au goulag de Strasich, on a fait tomber 10 personnes dans l'affaire du cadre des attentats terroristes de Luxembourg de la police, 10 personnes de la haute direction de la police. Et ensuite, ça a continué en descendant les étages. Et dernièrement, c'était 2 jeunes qui avaient été envoyés par Luxembourg dans les écoutes téléphoniques ici au Brésil, qui ont fini par cracher le morceau. Et donc il y a eu un vaste nettoyage à la section psychotronique de Luxembourg, un vaste nettoyage ici au consulat de France, un vaste nettoyage dans le pouvoir judiciaire de Rio de Janeiro, mais c'est pas fini. Après l'élection du président Lula, il y a beaucoup de magistrats qui vont devoir rendre des comptes sur la pédocriminalité et sur les réseaux de corruption. Et puis, ça a permis aussi de voir autour de Muriel Magnet le réseau pédocriminel dans lequel elle s'était inscrite dans le sud de la France, puisque moi j'avais des emails. Donc au bout d'un moment, j'ai été libéré, comme ils m'attaquaient, ils ont essayé de m'assassiner. Pour me défendre, j'ai été obligé de libérer le secret de la confession. Donc, j'ai pas voulu porter plainte. Il y a 3 services de police qui m'ont demandé de porter plainte, en France, au Luxembourg et au Brésil. Je ne souhaite pas le faire. C'est au ministère public d'assumer ses responsabilités. J'ai eu la même chose à Luxembourg, avant la mort de 2 ans avant la mort de mon ex-mari. J'ai écrit au parquet de Luxembourg en expliquant qu'il y avait une opération de police qui était menée par le service de psychotronique, qu'ils essayaient de me pousser à assassiner mon mari et mon mari à m'assassiner, et que ça s'était maintenant reporté sur le frère, et que le frère allait très certainement l'assassiner. Et j'avais donc indiqué le contexte. Et le parquet n'a eu aucune réaction. Et à un moment, il y a eu une petite difficulté avec Camille, qui à un moment a pété les plombs. Et qui, après avoir rencontré son frère l'avait drogué, il m'a agressé. Et les voisins l'ont vu, parce que moi, j'appelle pas la police. Et donc, c'est les voisins qui ont appelé la police. Et le parquet m'a expulsé pendant 1 mois de mon propre domicile, c'est-à-dire de ma propre maison de location. Le parquet m'a expulsé de chez moi.
Donc, moi, j'accuse le parquet de Luxembourg d'avoir été complice des assassinats de la section psychotronique, en particulier une substitut de Luxembourg à qui j'ai fait face en première instance et qui était aussi un trou à bite. D'ailleurs, je l'ai écrit au Grand-Duc qui elle était, ce qu'elle faisait, comment elle avait fait sa carrière et comment elle était directement en relation avec les gens de la section psychotronique et avec le juge Prosper Klein qui m'avait condamné à perpétuité en première instance et qui en réalité ensuite s'est retrouvé inculpé, en tout cas mis en cause dans l'affaire des attentats terroristes alors qu'il était juge d'instruction. Ça aurait d'ailleurs normalement dû faire tomber Jean-Claude Juncker. Voilà. Donc Jabba, tu as mis le doigt en servant parce que tu es sataniste et parce que tu es lié au milieu pédocriminel et du judaïsme apostasié, eh bien tu as mis le doigt dans une très très vaste opération de police et si la mécanique se met en route aussi en Suisse, tu ne sais absolument pas où ça va t'amener parce que maintenant tu es dans de la complicité, tu es le complice d'assassins dans le cadre d'un harcèlement médiatique. Voilà. Alors moi évidemment je porte jamais plainte, ça n'a aucun intérêt pour moi parce que j'ai perdu tout le peu de confiance que j'avais dans les institutions, je l'ai définitivement perdu. Je pense que tant que ce système ne sera pas entièrement nettoyé profondément de l'intérieur, on continuera de toute façon à avoir des opérations de police de nettoyage qui ne porteront pas intégralement leurs fruits. Il y a vraiment un plus gros nettoyage à faire. En particulier, il faut que les Suisses rendent l'argent qu'ils ont volé aux familles juives. C'est une des premières conditions. D'autre part, la Suisse doit faire face à la dette qui pèse sur tous les peuples européens. Cette dette, elle est à cause du peuple suisse. Donc, il faut déposséder les Suisses jusqu'au dernier centime pour leur faire rembourser l'argent des Juifs et l'argent des contribuables européens. Il n'y a pas de raison. Et puis ensuite, il faudra prendre la décision de ce qu'on fait de cette citadelle des Édomites et de l'apostasie du judaïsme. Et très certainement, il faudrait avoir un équivalent mais véridique du procès de Nuremberg, c'est-à-dire de juger les Suisses en tant que peuple et leurs dirigeants pour ce qu'ils ont imposé par leur égocentrisme depuis plus de 1000 ans à notre continent, parce qu'ils portent l'entière responsabilité matérielle de la situation présente. La responsabilité spirituelle et psychologique, elle est celle de l'oligarchie marchande anglo-saxonne, d'origine édomite, mais la responsabilité matérielle, elle est sur le peuple suisse, et c'est le peuple suisse qui devra être entièrement dépossédé, voire expulsé d'Europe. Je pense que le plus grand service qu'on pourrait rendre à tout le monde, c'est de nous débarrasser de ce peuple et de le renvoyer d'où il vient, eh bien, c'est-à-dire de derrière le Caucase ou dans le sud de l'État d'Israël, c'est-à-dire dans le pays des Dômes. Voilà. Je voulais dire autre chose. Oui, par rapport à Raymond, Nadine et Muriel, quand je travaillais avec eux, parce que Muriel était à un moment aussi serveuse, dans la elle était gérante, elle a remplacé Raymond. Dans la co-direction. C'est-à-dire que Raymond était arrivé en nous disant qu'il avait géré pendant 1 an et demi à Metz des officiers, qu'il était capable de gérer le restaurant. Donc j'ai laissé faire parce que j'avais d'autres choses à faire. Moi j'y venais 10 minutes tous les 2 jours. Oui, à peine. Ouais, si tu passais voir. Je passais voir ce qui se passait. Je donnais des instructions, est-ce qu'elles étaient respectées? Ouais, tu en donnais et en même temps tu nous laissais beaucoup gérer pour se positionner. Et moi je faisais des remarques comme les tables doivent être desservies, il faut accueillir les clients. Voilà, il faut savoir qu'il y a des clients qui ont été renvoyés parce que le restaurant allait ouvrir 5 minutes après, ils ont renvoyé les clients à la concurrence où je les laissais rentrer dans le restaurant. Des choses comme ça, bon, c'est pas très grave, mais bon, au Brésil ça se fait pas. Bien entendu, j'ai demandé à Witoski de sortir de chez moi puisque j'avais un enregistrement où sa femme lui demandait de m'assassiner en me jetant dans les yeux, ce qu'il a essayé de faire, mais j'étais prévenu donc je ne me suis pas laissé faire, je suis laissé au rez-de-chaussée, je vais déjà raconter cette histoire. Donc il avait bien décidé de me jeter des escaliers, après ils ont essayé de pousser Juan à le faire aussi. On a des aveux complets de Juan et merci à toi Juanito. Merci à Mickaël aussi de m'avoir arrivé. Merci à Mickaël aussi de m'avoir protégé ce jour-là parce que sinon je serais mort. Et puis à Marcelo aussi, le gardien de plage qui était présent. Et puis il y a la police qui est intervenue tout de suite, le service de police de la plage qui est intervenu tout de suite. Voilà.
toi, ton feedback par rapport à cette expérience avec ce couple d'assassins, ce mec qui a eu des rapports sexuels imposés à sa fille, qui s'est retrouvé régulièrement, enfin son dossier militaire, il est assez accablant parce que il y avait plusieurs enquêtes avec des crimes pédocriminels autour de lui et de gens de son entourage, et à chaque fois il disait qu'il avait rien vu, qu'il était concentré sur son travail, que enfin on a tout l'évitement habituel, c'est quelqu'un qui est dans l'évitement, hein, qui est schizophrène, bipolaire. Donc sans doute il devrait faire l'objet d'une thèse. Je pense que l'armée devrait s'intéresser à son cas parce qu'à lui tout seul, il vaudrait avec sa femme une thèse de psychiatrie pour comprendre comment un père peut violer sa fille à la barre de sa femme pendant des années et d'autres jeunes filles, et puis croire que cette fille l'aimait. Mais on a eu le témoignage de Gwen, hein, qui nous a expliqué la mécanique psychologique. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est dans les cours qu'on avait, d'avoir Gwen qui témoignait de son expérience d'abus sexuel avec son père, d'avoir Raymond à côté de moi dans le cours, et de le voir passer de l'état livide le plus total à rouge jusqu'aux oreilles, mais jusqu'au moment où il m'a dit, mais en fait, je comprends ce que m'a dit ma fille, moi je croyais qu'elle m'aimait, mais elle dit que je l'ai obligée. Moi je dis, mais Raymond, c'est le cas. Depuis petite, tu la tripotes et tu couches avec, et tu crois qu'elle a avorté je sais pas combien de fois, tombé enceinte je sais pas combien de fois, ta femme l'a avorté, vous avez tué les enfants, et tu crois que ta fille, mais quelle bande de monstres vous êtes, toi et ta femme, pour pas avoir compris de ce que vous imposiez à votre fille. Et Raymond m'a dit, il était comme ça. Alors je peux d'autant plus parler que maintenant je suis libéré totalement du secret de la confession, je peux absolument tout vous raconter sur sa vie privée. On a aussi des enregistrements, donc Raymond qui s'y frotte, s'y pique, voilà. Et il y a assez de témoins aussi. Donc si tu veux te retrouver en prison et que les prisonniers soient informés que tu es un pointeur, ou si tu veux te retrouver dans une situation qui est telle que tu vas devoir te suicider pour échapper à tes responsabilités, continue, moi il n'y a pas de problème, moi j'arrête pas, hein, je suis sans limite. Parce que le bien est sans limite. Ce qui a une limite, c'est le mal. Voilà. C'est comme avec les températures, on a un zéro absolu, il y a un froid absolu en dessous duquel on ne peut pas aller, mais on ne connaît pas de chaud absolu. Donc c'est pareil, dans l'amour, on peut aller extrêmement loin, et dans la vérité, par contre, dans le mensonge, il y a toujours un point de chute maximum, ça s'appelle l'enfer, l'enfermement, dans lequel tu as vécu toute ta vie, dans lequel tu as maintenu d'ailleurs ta famille. Ouais. Comme Jabba d'ailleurs, on vous maintient dans l'enfermement. L'enfermement, l'enfer du mensonge. Ouais. Toi, t'as vécu comment au final toute cette expérience ensemble? C'était chaud. Hein, ouais, c'était assez étrange, assez chaud. Première fois que je vois un couple, totalement qui était coincé, mais qui part dans un délire de lubris juste après. Hein, mais qui part vraiment plus que dans un délire de lubris, c'est partir dans un délire de stratégie pour faire tomber des gens, comme s'ils étaient dans un film. Ils s'étaient pris dans un délire comme s'ils étaient les acteurs d'un film extraordinaire. Plus les côtés sexuels qui étaient assez drôles, parce que moi j'ai jamais caché que je suis polygame, donc je viens d'un milieu musulman. Ma grand-mère était polygame, bon moi je suis polygame aussi, ça m'est arrivé pendant des années d'avoir deux relations en même temps, donc deux villes différentes, c'est comme ça. Ça n'empêche pas que j'aime autant chacune des personnes, hein, voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'une fois on était à Paraty, et puis j'entends du bordel dans la nuit, et j'étais en train de faire un thème astral, et puis le matin je me lève, et puis je vois Raymond sortir de la chambre de Muriel, et puis je dis tiens, qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Muriel? Il me dit, alors Muriel sort complètement explosée, elle me dit ah ça a été dur, mais c'est... Alors je vois donc Muriel sortir de la chambre, complètement explosée comme ça derrière Raymond. Je dis mais vous couchez ensemble tous les deux? Elle me dit non Muriel, je dis mais Nadine est au courant, vous êtes en thérapie? Alors on me dit oui Nadine est au courant, puis Nadine sort de la chambre, elle me dit non je suis au courant, je laisse faire parce que Muriel elle a une expérience en tant que prostituée avec les hommes et ça va être fini, Raymond avec les petites jeunes, il n'arrive plus à coucher avec des femmes depuis des années et elle va me le rendre et elle me dit je vais retrouver mon mari, comme ça. Je dis mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire?
Bon, bah, c'est votre vie, faites bien ce que vous voulez. Puis elles se sont frottées les seins comme ça avec Nadine, elles se sont embrassées sur la bouche et elles m'ont dit qu'elles allaient prendre leur douche ensemble. Quoi. Donc on était quand même dans un... Il y a eu une espèce de désinhibition chez eux qui est due à la psychotronique. Hein. Quand ils sont arrivés, ils avaient très peu de téléphones. Ils sont arrivés ici, ils se sont achetés des téléphones très chers, tous. Ils étaient en permanence avec et ça. Plus l'internet qui était assez branché à la maison parce que Tabata travaillait. Donc moi, je n'étais pas ici, mais je les ai vus petit à petit rentrer dans la spirale psychotronique, c'est-à-dire une amplification de se désinhiber, en fait. Voilà. Et toi, cette désinhibition du trio amoureux, Muriel Magnet, Raymond et Nadine Witkowski, André Witkowski, tu les as vus changer de comportement entre le moment où ils sont arrivés? Ah oui, si, bah, il y a eu des comportements qui n'étaient pas du tout dans le sens moral que je vis peut-être des fois en catholique chrétien, des fois un peu coincé, quoi. Ils ne correspondaient pas en fait à l'image qu'ils donnaient socialement parce qu'ils avaient l'air d'être un couple assez uni, qui s'aimait, avec une famille bien élevée. En fait, on s'est aperçu que c'était un vernis, que derrière il y avait des infanticides. Enfin, ils ont avoué assez vite qu'il y avait des... Enfin, moi je l'avais vu de toute façon. Mais bon, donc Sébastien les ayant laissés rentrer, ils étaient là. Bon, moi j'ai eu du cœur. Et donc j'ai dit, bon, on va quand même les aider. Et rappelez-vous la vidéo de Tarot, j'avais tout annoncé. Et puis j'avais dit, ce sera très très difficile. Et si ça ne marche pas, eh bien, vous perdrez des plumes, mais il ne faudra pas m'en vouloir. Et bon, bah, ils ont décidé qu'ils détruiraient, ou ils s'appropriaient le projet, ou ils le détruiraient. Mais toi, leur désinhibition sexuelle et leur hubris et leur volonté de... Parce Jocelyne, elle a pas mal expliqué ce qui s'était passé avec le couple, ses disputes, quand Nadine lui demandait constamment de m'assassiner, que ça allait pas assez vite, etc. Toi, cette période-là, parce qu'on t'a pas tenu au courant, hein, on l'a fait exprès. Je l'ai vu, mais je vivais pas ici, en plus, je vivais dans mon appart. Ce que j'ai vu de loin, c'est que c'était un couple qui avait construit une certaine image d'eux en n'ayant pas confiance en eux, en se rencontrant. Ils sont montés en responsabilité dans leur activité professionnelle. Et ce rôle que tenait Nadine toute sa vie auprès de Raymond, c'était de créer l'image de Raymond. Et elle a modelé cette image au fil des années. Et Raymond s'est toujours mis dans l'image que Nadine lui a imposée, hein, ou impulsée, soit implicitement ou explicitement. Parce qu'elle venait d'un milieu riche socialement et avec du prestige social. Et lui, ses parents étaient ouvriers, ils vivaient dans des corons locataires et très pauvres. Donc il y avait un besoin de revanche sociale chez Raymond. C'est exactement ça. Ouais. C'est ce que j'ai vécu. J'ai vu des gens qui étaient très frustrés. Et ils se sont lâchés d'un coup, et c'est là que c'est assez extraordinaire de voir des gens qui partent d'un côté et totalement de l'autre, et qui s'en rendaient même pas compte, qui étaient pris dans un truc viscéral, émotionnel, et qui sont partis dans un combat de... Ouais, ça a été jusqu'à monter des coups, quoi. Pendant 2 ans et demi, j'ai été complètement immergé dans le milieu de la Marine nationale française à Toulon. Tous mes amis, c'était ingénieur de sous-marin, commissaire de bord, le plus haut gradé du port de Toulon, qui était d'ailleurs impliqué dans un scandale de corruption. Donc tous ces personnes-là, ils étaient autour de moi. Et puis donc j'ai été écouté par le service de renseignement de la Marine, voilà, qui m'ont demandé de temps en temps mon opinion sur les personnes qui étaient autour de moi, que j'ai donné. Je trouvais quelqu'un de particulièrement bien et de particulièrement fiable, donc sa carrière a été une carrière fusée. D'ailleurs, je salue le service de renseignement de la Marine nationale. Mais je me suis aperçu que dans la Marine, il y avait des Madame la Colonelle. C'est-à-dire qu'il y avait des types qui étaient assez sympas et qui avaient les couilles en brochette. Et c'était Madame qui jouait, qui orientait la carrière, surtout cette génération d'hommes. Hein. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai remarqué dans la marine, c'est quand elles sont catholiques et qu'elles vont à la messe tous les dimanches avec leurs enfants, elles préservent une cellule traditionnelle. Mais quand elles ne sont pas catholiques, quand elles ont apostasié leur religion, c'est infernal. Là, je l'ai vraiment vécu, je l'ai même subi, quoi. Ce milieu catholique, moi, c'était le milieu où j'étais, parce que j'étais aux équipes Notre-Dame, et c'est par les équipes Notre-Dame, quand j'étais marié avec mon ex-femme, que j'ai connu tous ces marins qui étaient dans les équipes Notre-Dame. Ils étaient pratiquement tous monarchiques, c'était de très bons catholiques qui allaient à la messe, certains tous les jours.
Et j'ai vraiment rencontré des gens exceptionnels dans la marine nationale. Il y a aussi une tradition dans la marine nationale de monarchistes, Sacré-Cœur à fond. Voilà. Donc ces gens étaient très bien. Par contre, de l'autre côté, il y a ceux que tu décris, Madame la colonelle et les en chute libre. Ouais, les trafics de drogue, trafic de sexuel. Ouais, ça, j'ai eu beaucoup de retours quand j'étais dans l'armée. Vente d'armes. Ouais, vente d'armes, manipulation, enfin bon, je ne vais pas exprimer tout ce que j'ai vécu à l'état-major des armées, mais il y en a beaucoup à dire. Donc il y a un réseau mafieux à l'intérieur de l'armée qui vole le contribuable, qui fait du trafic de drogue, qui est impliqué dans les réseaux. Ça. Bah, c'est pour ça que j'ai quitté l'armée, hein. Quand j'ai vu qu'on me demandait de faire des actes, de prendre des responsabilités et qui n'étaient pas du tout en cohérence avec mes valeurs morales, bah, j'ai décidé de quitter l'armée. Et je suis allé dans mon rêve primaire qui était ma passion à côté, les arts du cirque, qui était beaucoup plus clair, même si c'était dans le milieu du spectacle. Oui, tu étais déjà, de toute façon, l'armée, tu étais déjà dans le milieu du spectacle et du cirque. Oui, en bénévole, et puis ça a devenu mon métier après. Non, mais au propre, comment figurer. Oui, voilà. Mais là, le cirque, quoi. Non, mais là, c'est totalement le cirque de l'enfer, quoi. J'ai publié pas mal de documents qui montrent qu'il y a un problème de toxicomanie dans l'armée française. Il y a 65% des militaires français qui prennent des anabolisants parce qu'on est passé du chat agile, qui était le modèle du militaire français, un type d'1m75, 75 kg, assez agile, svelte, capable de tout faire. On est passé en contact avec l'armée américaine, maintenant que la France est complètement dominée par les États-Unis, devenue un vassal à 100% des États-Unis grâce à Nicolas ou à cause de Nicolas Sarkozy. Eh bien, c'est le type bodybuildé anabolisé qui a pris le dessus. Toi, tu as vu cette toxicomanie à l'intérieur de l'armée? Ah ouais. Bah, j'avais des amis, pareil. Bah, j'avais des problèmes de toxicomanie à cette époque. Hein. Dans l'armée? Dans l'armée, oui. Je fumais beaucoup de plus en plus, ce qui m'a fait péter les plombs à 21 ans. Hein. Avec la charge de responsabilité en changeant de grade et n'ayant pas un bon accompagnement là, dans cette structure, bah, j'ai fini par partir en hôpital pendant 2 mois à me reposer. Alors moi, j'ai été beaucoup en contact avec les milieux militaires, je ne sais pas pourquoi, mais il m'est arrivé dans le cadre du Reiki d'aider aussi bien en Calédonie qu'en France, d'être en contact avec des militaires, quelquefois haut gradés, par leurs femmes. Et j'ai pu mesurer comme c'était difficile pour les personnes croyantes, les bonnes personnes, de pouvoir rester à l'intérieur de ces institutions, alors qu'en parallèle, ils voyaient du trafic de drogue, du trafic d'armes, les gens qui allaient servir au mobilier national, etc. Et c'est très difficile pour ces gens-là qui aiment la France, qui sont patriotes, qui sont croyants, qui aiment la France, de voir que les institutions sont complètement vérolées. Par une bande de pourris en fait. Ouais. Je voulais pas rentrer dans l'armée, hein. C'est parce que je t'ai perdu, ma famille m'y a un peu poussé, ça faisait la fierté de mon grand-père. Je jouais de punk à chien à cette époque dans la rue. J'ai été attiré par le service lié à la marine par rapport à un côté prestige, parce que j'ai un manque de confiance, mais aussi par rapport à... Salut Carmine. Par rapport à ce côté héroïque, hein, que l'armée a toujours vendu depuis un siècle, hein. Donc d'aider ma patrie. J'avais pas du tout, je ne prenais pas d'ailleurs ce côté nation. Bon breton toi. Hein, ouais, bon breton, ouais. Voilà. Et sauf que c'était une désillusion, hein, au bout d'1 an où j'étais travaillé sur un aviso escorteur là, en mission et qu'on me demandait de dégazer du pétrole des cales alors qu'on chassait les pétroliers qui le faisaient. On dégazait les fonds de cale. Je fais mais c'est quoi ce délire? Ça m'a fait péter les plombs au bout d'1 an de service sur le bateau en mission là. J'ai dit, c'était en incohérence. Et ça m'a rendu fou, moi qui suis perfectionniste, ça m'a rendu dingue. Alors la façon dont Jabulon, voilà Jabulon, ça c'est l'argent, c'est la grenouille. Vous avez Jaboulon, hein, c'est Satan dans la franc-maçonnerie, il est entouré d'un chat noir qui correspond à Lilith, et puis d'une vilaine grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Hein, c'est Ninine. On l'appelle Ninine, celle-là, elle est tout pour le fric. Yeah. C'est la générale, la colonelle. Ah, désolé, elle n'est pas arrivée à générale, elle s'est arrêtée à colonel.
Donc, toi, la façon dont Jabba t'a coupé les couilles à l'antenne, ça t'a... Ah bon, moi, je l'ai pris d'une façon détachée, mais j'ai bien vu le comportement. À une autre époque, j'en souffrais, mais là, j'ai dit, tiens, j'essaie à travailler. T'as manqué de répondants. Bah, j'ai manqué de répondants, mais voilà, j'ai vu mes failles et maintenant je vais faire un travail dessus. Alors, c'est bien parce que, en fait, t'es confronté avec un toxicomane qui est mal dominant. C'est un peu des trucs que tu as rencontrés plusieurs fois dans ta vie, de te retrouver face à des toxicomanes mal dominants. Oui, toute ma vie. Donc maintenant, on finit le travail de formation de Nicolas, parce que c'est lui qui certainement me remplacera dans les activités du temps, parce que moi je vais plus partir dans des activités audiovisuelles. Voilà. Donc évidemment, il y a une partie de notre amitié qui est aussi une part de formation. Hein. Oui. Oui, si. Tu sépares bien les deux, moi ce que j'ai du mal à faire. Et puis, alors, est-ce que j'aime être gouroutisé? Oh là, c'est bien un truc que tu détestes. Là, vous faites des illusions, vous voyez des trucs qui sont pas la réalité hein, en parlant de cette gouroutisation. Alors, je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée. Un jour, j'étais dans un ashram et puis d'un maître spirituel hindou. Et puis, bon, je faisais mon job. Et puis, il y a une personne à un moment qui s'est jetée à mes genoux et puis qui m'a embrassé les pieds, enfin, qui m'a vraiment traité à l'indienne à Kourou. Et alors, je l'ai jeté par terre. Me faisant rire Satan. Le problème, c'est pas forcément d'abord le vrai gourou, il dit jamais qu'il l'est. S'il le dit, c'est un imposteur. En même temps, tout le monde est gourou. C'est-à-dire que lorsque vous aidez vos enfants à se comporter bien, vous êtes gourou. Lorsque vous protégez votre famille, votre femme, et que vous donnez, si vous êtes dans un couple traditionnel occidental, les moyens à votre femme de s'épanouir, la traiter avec gentillesse, égalité, vous êtes aussi un gourou. C'est le gourou yoga. En Inde, c'est assumer ses responsabilités et amener les gens vers les aspects positifs de l'existence. Voilà. Alors si c'est ça le goût, je l'assume complètement. Voilà. Voilà. Bon, on va vous laisser. Et puis, on vous dit Jaboulon. Hein. Ciao. Ciao. Voilà. Alors attendez, on va faire donc Jabulon, la chatte noire et la grenouille. Ciao. Merci Nico. Oh, oui. La grenouille est morte. Donc, on va vous laisser. Je vous remercie pour votre attention. Il a dit que si on voulait faire une analyse comportementale et psychiatrique de lui, on pouvait le faire. Que lui, ça ne l'intéressait pas, évidemment. Il n'a pas envie de se soigner. Hein. Il se trouve très bien comme il est. Il se prend d'ailleurs pour un très grand maître spirituel, le centre du monde, qui va vous annoncer l'avenir. Et par contre, on attend toujours ses solutions. C'est-à-dire qu'il est très fort pour vous décrire la gouvernance mondiale, etc. Mais on attend toujours qu'il nous donne des solutions, c'est-à-dire que quand on a attrapé le Covid-19, qu'est-ce qu'on fait pour se soigner ? Quand on va être face au Great Reset et qu'on ne va plus avoir d'argent, qu'est-ce qu'on fait pour continuer à vivre ? Et face à l'alimentation qui contient de plus en plus du graphène, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est quelque chose qu'il n'aborde jamais, parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui est là pour vous vendre sa musique, et sa musique, elle est satanique. Parce qu'il est un joueur de flûte issu de la communauté de lumière qui est devenue la communauté de l'ombre. Voilà, la synagogue de Satan. Je vous remercie, je vais faire du placement marketing. N'oubliez pas que tous ces processus et toutes les explications historiques de ce groupe ethnique et de l'influence désastreuse qu'ils ont eue sur l'Occident, je rappelle que nous sommes des Celtes, Nicolas aussi, hein, c'est un Breton. On a été envahis par les Édomites de Rome et ensuite on a été envahis par les Khazars d'Europe orientale. Alors quand ces gens sont catholiques et sont juifs, eh bien c'est nos amis, c'est nos frères, on est très content de les avoir. Par contre, lorsqu'ils apostasient et qu'ils veulent nous imposer le satanisme, eh bien ça va pendant un certain temps, mais là je pense que ça a quand même atteint une date limite. Hein. On n'est pas en 2012, mais la date limite c'est 2028 et je pense que les Suisses seraient bien indiqués de rendre l'argent qu'ils ont volé aux familles juives. Et les Suisses seraient bien indiqués, d'abord de se mettre au boulot, parce que c'est quand même un peuple de grosses feignasses, hein, et de foutre dehors les multinationales qui sont dans leur pays pour faire de la fraude fiscale, de foutre dehors les institutions internationales comme la BRI, la Banque internationale des monnaies numériques, l'ONU, etc., et de foutre et de rendre à tous les peuples musulmans qui ont été volés
par eux, et d'ailleurs tous les peuples du monde entier, parce que toutes les élites corrompues du monde entier, elles mettent leur argent en Suisse, voilà, y compris Vladimir Poutine. Donc on attend des Suisses qu'ils arrêtent de nous donner des leçons de morale et de faire du placement en marketing, qui rendent l'argent qu'ils ont volé, comme Vitovski, qui fassent amende honorable, et puis qui nous montrent un petit peu qu'ils sont des êtres humains, au lieu de nous montrer qu'ils ne sont qu'une bande de singes réfugiés en haut des montagnes pour échapper au déterminisme historique.